Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Los Angeles des années 60 et le tout orchestré par Tarantino, c'est effectivement un combo alléchant. Sorti en 2019 et présenté au Festival de Cannes, Once Upon a Time in Hollywood faisait bel et bien partie des films les plus attendus de l'année 2019. Mais ce film ne nous raconte pas une histoire dans le Hollywood de n'importe quelle année. Nous revenons en 1969, une année pleine de changements profonds, pas seulement pour le cinéma, mais pour l'Amérique entière et même le monde. Si le film n'est pas complètement basé sur une histoire vraie, le scénario est une excellente représentation de ce tournant. Alors qu'aujourd'hui, les classes générationnelles se terminent par « OK Boomer », ce sont justement eux, les baby boomers, qui ont défié l'autorité et tenté de changer le monde à la fin des années 60. C'était la naissance de ce que l'on appelle une contre-culture, créant un clash entre l'âge d'or de Hollywood et des nouveaux artistes ambitieux. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Arthur Genre et dans mes vidéos je raconte la culture et l'histoire américaine. Je ne suis pas un critique de cinéma ni un cinéphile qui analyse des films, mais j'utilise l'art américain pour illustrer divers aspects de cette culture. Dans cette vidéo, découvrons la réelle histoire derrière le dernier Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. Reprenons depuis le début. Ceux que l'on appelle les baby boomers, ce sont ces millions de personnes nées après la Seconde Guerre mondiale. Dans les années 60, tous ces gens-là ont la vingtaine, ils sont bien plus nombreux que leurs aînés et le monde dans lequel ils grandissent ne leur plaît pas. Mode, idéologie, mais aussi cinéma, les jeunes des années 60 veulent casser les codes. Avec la guerre du Vietnam, qui semblait éternelle, le mouvement hippie se développe, qui est très bien représenté dans ce film avec le personnage de Pussycat par exemple, et on en parlera plus tard. L'Amérique est alors transformée et remplace une vision vieillissante et irréaliste du rêve américain blessé par de nombreux scandales avec de nouveaux idéaux. En 1969, c'est l'année du festival de Woodstock dans l'État de New York. Il a marqué l'histoire et est un symbole de l'apogée du mouvement hippie et du renouveau de la musique, marqué par Jimi Hendrix et Janis Joplin par exemple, ou encore les Rolling Stones et les Beatles du côté britannique. À Hollywood, c'est la même chose, alors que l'on s'accrochait toujours à ce qu'il restait de l'âge d'or. Mais c'est une chose que les jeunes générations comptent aussi changer. Des jeunes acteurs et réalisateurs font des films qui cassent les codes des grands classiques et s'avèrent être plutôt populaires, et ça a tendance à irriter le Hollywood traditionnel. Ces films présentent des éléments jusqu'alors peu montrés à l'écran, de la violence, du sexe, des idéologies plus modernes. On appelle ce genre le nouveau Hollywood. Et il se veut bien plus libre, engagé et radical que les classiques du cinéma américain. Ce mouvement est marqué par la sortie de Bonnie and Clyde en 1967, dont la violence n'avait jamais été vue auparavant dans des films grand public. Il parle aussi de nombreux autres aspects qui étaient assez novateurs. Bien évidemment, ce n'est pas seulement dû à la nouvelle génération de réalisateurs, mais surtout à la nouvelle génération de spectateurs. Alors que 76% de ceux qui remplissaient les salles de cinéma avaient moins de 30 ans, les films devaient répondre à de nouvelles attentes, de la part de baby boomers plus instruits, ayant souvent été à la fac, plus ouverts d'esprit et plus attirés par les films artistiques. Avant que Hollywood ne change réellement, c'est le cinéma européen qui était plus influent, venant principalement d'Italie et de France, aussi marqué par les mouvements des baby boomers. Sans les spectateurs, rien ne serait arrivé. Lorsque Bonnie and Clyde est sorti, le président de Warner Bros a limité sa présence dans les salles, car il détestait le film. La plupart des critiques ont aussi été très dures. Ça aurait pu être un flop, mais le public a adoré, obligeant les critiques à réévaluer le film. Les studios de cinéma, qui étaient dans un état critique, ont alors compris que pour faire de l'argent, il fallait embaucher des réalisateurs qui comprennent cette nouvelle génération de spectateurs, mais surtout, les laisser libres et oser prendre des risques. À partir de là, les studios avaient bien moins de contrôle sur ce qui allait sortir en salle. Ils allaient principalement se contenter de financer les idées des artistes, puis empocher l'argent. Hollywood s'apprête alors à changer radicalement et verra naître dans les années 70 des grands noms comme Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, Brian De Palma, Steven Spielberg ou George Lucas. Talking to me? Well, who the hell else are you talking? Talking to me? C'est donc dans cette période charnière que se déroule le film de Tarantino. 1969, c'est la sortie de Macadam Cowboy ou encore Easy Rider,
Des films sombres qui ont marqué l'histoire du cinéma et représentent cette transition. À travers le personnage de Rick Dalton, interprété par DiCaprio, un acteur de western classique pour la télévision, rêvant d'une gloire comme on en faisait pendant l'âge d'or, Tarantino nous montre un moment de transition dans le cinéma mondial qui a transformé Hollywood. En 1969, les films du nouveau Hollywood contrastent avec la vision dépassée de Rick. Cette nouvelle manière de faire du cinéma est donc la seule chose pouvant sauver sa carrière. C'est pourquoi il est si excité à l'idée de voir Roman Polanski dans son voisinage, alors que son film Rosemary's Baby fut un carton. Si Hollywood était jusqu'alors beau et glorieux, fabrique à rêve, il n'arrive pas à coexister avec les mouvements de contre-culture qui influencent les nouveaux films. Plus qu'un changement, c'est une véritable renaissance du cinéma américain, pendant que l'âge d'or est en train de mourir. Mais cette année charnière est marquée par des crimes qui resteront gravés dans l'histoire du cinéma, mais plus encore, dans l'histoire des États-Unis, marquant les limites de cette contre-culture. Et l'homme derrière tout ça, c'est Charles Manson. Manson vivait à Los Angeles et était le gourou d'une secte connue comme la Manson Family. Il endoctrinait des jeunes, majoritairement des femmes, vulnérables, en utilisant diverses techniques de manipulation et discours religieux. Il s'empare alors du mouvement hippie pour fonder un véritable culte à son effigie avec ses propres idéaux. Lui et ses fanatiques vivaient tous gratuitement dans le ranch Span, là où de nombreux westerns classiques avaient été tournés des années auparavant. Avec l'autorisation de son propriétaire, George Span, avec qui beaucoup de ces jeunes femmes durent coucher. Mais si vous avez peut-être déjà entendu parler de Charles Manson, vous vous demandez peut-être qui il était réellement. Avant tout, Manson rêvait d'être un grand musicien. Il cherchait à s'entourer de grands noms de la musique, comme les Beach Boys. Il est même à l'origine de leur chanson Never Learn Not to Love, sortie en 1968. Il était aussi bien évidemment intéressé par Hollywood, il se serait même fait casser le nez par Steve McQueen après l'avoir attaqué, car il avait refusé un script qu'il lui avait proposé. À côté de ça, il était surtout très manipulateur, et il fit passer ses idéologies aux jeunes qu'il endoctrinait. En 1967, il a déménagé à San Francisco, berceau du mouvement hippie, et commence à endoctriner des jeunes californiennes. Il n'était donc pas suprémaciste blanc, du moins pas comme on l'entend généralement, au contraire, il était plus un type de hippie extrémiste qu'un conservateur. La guerre des races qu'il imaginait, à laquelle il a donné le nom de Helter Skelter, en rapport avec un titre des Beatles, j'expliquerai ça plus tard, devait éradiquer toute la population à l'exception des Noirs et la Manson Family. Il pourrait alors être le leader de la population restante. Très concrètement, c'est un scénario qui serait le résultat de tensions entre les Blancs et les Noirs qui ont eu lieu dans les années 60. D'abord, il comptait enregistrer un album musical avec la Manson Family, comprenant des messages subliminaux pouvant attirer les jeunes hippies dans sa secte. Il était assez inspiré par la musique des Beatles. Toutes les jeunes hippies blanches seraient donc avec Manson, loin de San Francisco, et donc inaccessibles aux Noirs, créant à nouveau des tensions raciales. Selon lui, cela créerait un clivage entre blancs racistes et blancs non racistes, menant à un type de guerre civile. La population blanche serait donc en partie tuée par elle-même, et les Noirs pourraient ensuite tuer les Blancs restants. Pendant ce temps, la Manson Family vivrait cachée dans une cité secrète située sous la vallée de la mort, en toute sécurité. Ils seraient alors les seuls Blancs restants de cette guerre apocalyptique et pourront gouverner les Noirs qui, selon lui, ne peuvent se gouverner seuls, les rendant esclaves à nouveau. Il était donc, évidemment, aussi raciste contre les Noirs, il ne voulait que la survie de son propre mouvement. Tout ce scénario est inspiré par des White Album des Beatles que Manson écoutait en boucle, pensant que la majorité des chansons contenaient ce message. Helter Skelter, c'est d'ailleurs une chanson de cet album. Manson avait une réelle obsession pour le groupe et il pensait que leurs paroles avaient été écrites pour lui, le considérant comme une réincarnation de Jésus. Le mouvement de Manson était donc assez particulier puisque les hippies sont généralement assez pacifiques et non religieux. Cependant, même s'ils étaient racistes et violents, et qu'ils se basaient beaucoup sur la Bible, ils représentaient vraiment cette contre-culture contre l'ordre établi. Tous les membres de la Manson Family étaient des hippies, prenaient de la drogue et écoutaient les chansons phares des années 60. Je ne vais pas divulgacher la fin du film à ceux qui ne l'ont pas encore vu puisque Tarantino ne se basera pas sur la réalité, mais ce qu'il se passe en août 1969 marquera Hollywood pour toujours,
avec un des crimes les plus choquants du XXe siècle. Le 8 août 1969, Charles Manson ordonne à 4 de ses fidèles, Charles Watson, plus connu sous le surnom de Tex, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel et Linda Kasabian, de se rendre dans une résidence située au 10500 Cielo Drive à Beverly Hills et de tuer tout le monde de la manière la plus cruelle possible. Cette maison, elle était auparavant habitée par Terry Melcher, un producteur ayant refusé à Charles Manson de signer un contrat avec lui. En l'été 1969, c'est Roman Polanski et sa femme actrice Sharon Tate, enceinte de 8 mois, qui louent la maison. Comme dans le film, à l'exception près que le personnage incarné par Leonardo DiCaprio n'existe pas et n'était donc pas son voisin. Manson le savait puisqu'il était venu sur place plusieurs mois plus tôt et a donc appris qui occupait la maison désormais. Sharon Tate était une star montante de Hollywood qui incarne le renouveau de l'industrie du cinéma américain. Le 8 août donc, Polanski n'était pas sur place puisqu'il travaillait en Europe. La maison était tout de même occupée par Sharon Tate et 3 amis du couple Polanski. En pleine nuit, les membres du culte de Manson tuent d'abord un jeune adolescent dans la rue qui n'avait rien à voir là-dedans, du nom de Stephen Parent. Puis ils s'introduisent dans la maison et font tout ce qui leur avait été demandé, c'est-à-dire tuer tout le monde en les poignardant plusieurs fois, mais aussi en leur tirant dessus. Un vrai bain de sang. Avant de partir, Susan Atkins écrit le mot « Peg » sur la porte d'entrée avec le sang de Sharon Tate. And she was talking to me, and I remember that I felt nothing. I felt absolutely nothing for her as she begged for her life and for the life of her baby. And Jesus. I remember when we first went in, one of the people said, "Who are you?" And Tex said, "I'm the devil and I'm here to do the devil's business." Ce soir-là, Steve McQueen était aussi censé être présent dans la maison. Et je le rappelle, Manson avait une certaine dent contre lui. D'ailleurs, plus tard, une liste a été retrouvée contenant le nom des gens que Manson comptait tuer. Dans cette liste, on retrouvait le nom de Steve McQueen. Le lendemain, Manson et un autre groupe pénètrent dans la maison d'un couple riche à Los Angeles, les ont attachés et ont laissé d'autres disciples de la Manson Family se faire plaisir. Sur le réfrigérateur figuraient les mots « Helter Skelter », encore une fois avec du sang. Malgré le lien avec la guerre des races évoquée plus tôt, on ne connaît pas les réelles motivations du groupe. Même si certains pensent que ces meurtres auraient pu initier Helter Skelter, cette théorie est encore disputée aujourd'hui. Si Charles Manson n'a tué personne de ses mains, il est tout de même jugé coupable puis condamné à mort. Seulement, la peine de mort est abolie en 1972. Il passera alors sa vie en prison. Parmi les tueurs, ils reçurent tous des peines similaires, à l'exception de une femme qui était sur les lieux du crime mais n'a tué personne et a fait office de témoin. Ces crimes contribuent grandement à la fin de cette contre-culture et du mouvement hippie. Manson, quant à lui, est presque devenu une icône et a fasciné l'Amérique jusqu'à sa mort en 2017. Certaines de ses chansons ont été reprises par des artistes connus et ses interviews ont toutes été regardées des millions de fois. Tell me in a sentence who you are. Nobody. I'm nobody. I'm a tramp, a bum, a hobo. I'm a boxcar and a jug of wine. And a straight racer if you get too close to me. S'il ne s'agit bien sûr pas d'une glorification, il a su marquer toute une génération. Et c'est pour toutes ces raisons que Los Angeles en 1969 a transformé l'Amérique, et c'est ce que Tarantino nous montre dans ce film. Je conseille grandement Once Upon a Time in Hollywood, réalisé par Quentin Tarantino, qui ne nous raconte pas vraiment une histoire comme on a l'habitude de le voir dans les films, mais à la place nous montre une époque et des personnages qui évoluent dans cette dernière. C'est assez clair que Tarantino voulait plus nous raconter l'histoire de 1969 que celle de ses personnages. Et il le fait parfaitement bien, grâce à un travail minutieux lui ayant permis de recréer parfaitement le Los Angeles de 1969.
Il est un des rares réalisateurs à avoir pu privatiser Hollywood Boulevard, par exemple, et l'a transformé grâce à plein de petits détails que seuls les experts remarqueront. Pour ceux qui s'intéressent à ce genre de choses, c'est extrêmement intéressant, puisque les décors sont presque 100% réels et recréés, sans effets spéciaux. Pour nous, spectateurs, c'est une fascinante capsule temporelle. Tarantino a voulu nous montrer ici que rien n'est éternel, et que Hollywood ne cesse de changer. Plus important encore, Hollywood est symbole d'une Amérique qui change. Si les films des années 50 nous plongent dans le glorieux rêve américain, les films des années 70 sont représentatifs d'une jeunesse plus libre et radicale, et ainsi de suite avec le cinéma des années 90, 2000, etc. Mais à l'époque, on n'avait pas assez de recul pour faire ce genre d'analyse. Et ça sera intéressant de découvrir ce que le cinéma des années 2010 dit sur nous. On ne s'en rend pas encore compte, mais avec le succès des petites productions Netflix par rapport aux gros studios hollywoodiens, nous vivons encore une grande transition de l'histoire du cinéma. Mais ça, on en reparlera dans 30 ans. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux et à vous abonner à la chaîne. Encore une fois, je fais des vidéos qui expliquent l'histoire et la culture américaine. Si vous voulez soutenir la chaîne, je suis aussi présent sur Tipeee et sur Utip. Moi je vous dis à très bientôt.